Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous vous proposons ici une version doublée en français de l'interview de Lou Elizondo que nous avons obtenue il y a quelques jours. La version sous-titrée dans laquelle vous pourrez entendre les voix originales est bien sûr disponible sur notre chaîne. Très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Maybe Planet. Ce soir, nous enregistrons exceptionnellement en anglais. Nous vous proposerons une version sous-titrée rapidement. Car oui, j'ai encore du mal à le croire, mais vous l'avez reconnu. Nous allons discuter dans cette émission avec Monsieur Lou Elizondo. Bonsoir Lou. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'apprécie vraiment. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Lou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir et un honneur d'être le premier média français à vous interviewer. Vous savez, et je pense que mes amis ressentent la même chose, nous suivons votre travail et vos interventions depuis plusieurs années maintenant. Et ce soir, c'est comme retrouver un ami avec qui nous n'avons pas discuté depuis plusieurs mois. Je vais vous présenter rapidement pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent mal. Vous êtes un ancien employé du bureau du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement, l'USD, et un ancien agent spécial du contre-espionnage de l'armée américaine. Vous avez été responsable du programme AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, qui a vu le jour grâce aux efforts du sénateur Harry Reid. Vous avez démissionné de l'USD après avoir exprimé votre préoccupation face à ce que vous avez appelé les défis bureaucratiques et les mentalités inflexibles à tous les niveaux du département. En 2017, vous rejoignez la structure TTSA, To the Star Academy, créée par Tom DeLonge avec Chris Mullen et Steve Justice. Vous avez participé à la série de 6 épisodes diffusés sur History Channel, Unidentified Inside America's UFO Investigation. Début 2021, vous quittez TTSA pour continuer vos recherches et votre mission. Votre mission qui est de remettre en question le statu quo des 75 dernières années de secret sur les ovnis UAP et de travailler à sa divulgation pour arriver à une meilleure compréhension de cette énigme. Nous voulions partager cette émission avec la Dream Team française en matière d'ufologie américaine, les chroniqueurs français les plus informés sur le dossier OVNI. J'ai donc demandé à Nico Gusto, Dominique Filol et Bernard Toinel de m'accompagner. Je vous laisse vous présenter à Lou en quelques mots. Bernard, si vous voulez commencer. Monsieur Elizondo, nous sommes voisins. Je suis en Californie. Je suis américain. Autrefois, j'étais français. J'étais et je suis toujours journaliste dans le secteur de l'aérospatial et de la défense. Je ne suis pas du tout ufologue. J'ai en fait été approché par des pilotes de la marine et des forces aériennes sur le phénomène OVNI. Pendant ma carrière, j'ai volé sur 35 types d'avions de combat dans le monde entier, y compris russes. Mon métier m'a permis d'avoir un accès direct aux témoignages des pilotes. Nous parlions ensemble librement du sujet OVNI. En 1999, j'ai été embauché par le grand hebdomadaire français VSD, l'équivalent en Amérique du magazine Live. J'ai été rédacteur en chef pendant 7 ans et nous avons publié un numéro spécial OVNI. À cette époque, j'ai eu l'opportunité de publier le rapport Cometa
et de suivre au plus près les travaux de l'association Cometa, qui est bien sûr connectée à la défense militaire française. Depuis que je suis aux États-Unis, je suis toujours en contact avec le monde du journalisme et je suis très heureux de vous rencontrer grâce à Internet et de pouvoir discuter avec vous. Merci Bernard. Dominique, si tu veux bien te présenter à Lou. Oui, bien sûr. Lou, merci beaucoup d'être ici ce soir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Dominique Filol. J'ai réalisé 2 documentaires sur le sujet OVNI. Le premier s'appelait OVNI, une affaire d'État, que vous pouvez voir sur Amazon aux USA. J'ai pu rencontrer le sénateur Harry Reid il y a 2 ans. Et le second s'appelle le Bureau des OVNI. Il aborde l'histoire du Japon. C'est notre bureau officiel en France qui étudie les ovnis. Et c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci Dominique. Nico, je te laisse te présenter. Merci Pascal, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. C'est un grand moment parce que j'ai passé les 5 dernières années à suivre votre travail et vos déclarations publiques. Donc c'est une très belle opportunité de partager avec le grand public notre discussion sur le sujet avec vous aujourd'hui. Nous avons tous des questions et j'espère que peut-être vous pourrez répondre à quelques-unes. À titre personnel, je suis un écrivain, un chercheur également. J'ai passé 15 ans à travailler sur le sujet, à rencontrer des gens, des policiers, des pompiers, des professeurs, des acteurs sociaux, pour les interroger sur le sujet, des gens qui y croient ou qui n'y croient pas. C'est ce que j'ai fait et je suis en train d'écrire un livre sur le sujet. Merci Nico, je vous présente également Marie-France Sébastien, membre actif de l'équipe du Maybe Planet. Comment allez-vous? Merci, c'est un plaisir de vous rencontrer, Lou. Parfait, nous allons donc discuter avec Lou, lui poser des questions sur son parcours, sa vision des choses, ses attentes et ses objectifs. Et Nico, qui a un anglais bien meilleur que le mien, je pense que vous l'avez entendu, va prendre le relais pour animer l'émission. Nico, c'est à toi. Avant tout, je vais essayer de faire de mon mieux. Je sais que mon anglais n'est pas parfait, j'ai habité à Los Angeles, peut-être que ça reviendra naturellement. Avant tout, il va falloir garder en mémoire que ce sujet est bien connu des intervenants présents ici, mais pas par la plupart des gens qui vont écouter l'émission. Nous essayons de parler à une audience la plus large possible pour donner de l'information. Donc avant d'aller plus loin dans l'émission, j'ai 4 questions pour vous, Lou. La première est, que pouvez-vous nous dire à propos de votre background militaire, de votre expertise? Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Tout d'abord, à vous tous, merci sincèrement pour m'avoir invité. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que chacun de ceux présents ici ont un rôle à jouer dans ce moment si particulier que nous sommes en train de vivre. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de me présenter rapidement. Je ne suis pas un ufologue non plus, je n'ai jamais été dans l'ufologie, ce n'est pas mon parcours. Après l'obtention de plusieurs diplômes en sciences à l'université, j'ai décidé d'entrer dans l'armée US pour plusieurs raisons personnelles. Principalement parce que ma famille avait émigré aux États-Unis. Mon père était un révolutionnaire cubain, il a participé à l'opération BD Cochon et par conséquent ma famille est partie de Cuba.
Nous sommes venus aux USA pour de nouvelles opportunités et j'ai rejoint l'armée pour payer ma dette au pays qui nous a accueillis. Après l'obtention de mon diplôme, je suis entré dans l'armée, dans le secteur du renseignement. C'était mon premier contact avec ce monde très particulier et trouble qu'est le secteur du renseignement. J'ai trouvé ça fascinant. Ça m'a permis d'apprendre à réfléchir différemment, d'une façon à laquelle je n'étais pas habitué, et de travailler pour la sécurité nationale. Après mon temps dans l'armée, j'ai été recruté pour quelques programmes d'activités spéciales, des programmes très spécialisés pour la communauté du renseignement. J'ai été formé pour devenir un agent spécial du contre-espionnage. Je me suis occupé les premiers temps de contre-insurrection et de soutien à la lutte contre la drogue. Après le 11 septembre, j'étais principalement affecté au contre-terrorisme et au contre-espionnage pour arrêter espions et terroristes. Voilà mon parcours. J'ai fait quelques travaux dans la technologie de sécurité, en particulier dans le domaine aérospatial US. Dans la dernière partie de ma carrière, j'ai été invité à faire partie d'un programme appelé AATIP, pour lequel nous avons appliqué le même niveau de rigueur et les mêmes méthodologies pour étudier les UFO que pour la traque des terroristes et des espions. Je ne suis pas un fan de science-fiction, à passer mon temps à regarder Star Wars ou Star Trek, ce genre de culture. La plupart du temps, ma mission a consisté à collecter des informations et des données afin de les présenter à ma hiérarchie. Ça a été la même chose avec la ATIP. Ces 3 dernières années, je fais toujours le même travail, sauf que les destinataires, eh bien, c'est vous. C'est le peuple américain et les gens du monde entier qui s'interrogent sur la réalité du phénomène. Avant tout, ce que je peux vous dire, c'est que le phénomène est réel. Ce à quoi je ne peux répondre, c'est savoir de quoi il s'agit, d'où ça vient ou comment ça fonctionne. Parce que nous n'avons pas encore les réponses, mais nous avons dépassé le stade de la discussion pour savoir si c'est réel ou non. Cette réalité est un fait. Et j'espère que cette discussion que nous avons ensemble ce matin permettra de répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup pour votre réponse et pour tous les détails spécifiques que vous venez d'apporter. Et je suis sûr que le public commence à comprendre que le phénomène est réel. Personne ne sait exactement d'où ça vient et ce que c'est. Vous venez clairement de le rappeler. Je veux revenir sur une journée très particulière, parce que ce jour-là, pour nous, c'est là que les choses ont vraiment commencé à évoluer. C'était le 17 décembre 2017. Je me souviens vous avoir vu dans une vidéo parler du sujet. Quels ont été les événements qui vous ont amené à cette collaboration avec TTSA, du Department of Defense à TTSA jusqu'à ce fameux jour? Comment cela s'est-il déroulé? Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai regardé les personnes qui ont écrit l'article, Helena Cooper, Leslie Kean. C'était donc quelque chose de très préparé, une information prête à être révélée au public. Vous étiez une des personnes, vous n'étiez pas le seul, travaillant dans les coulisses de cet événement. Pouvez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Comment ça s'est déroulé, probablement avec l'accord du gouvernement? Comment les événements se sont déroulés? Bien sûr, mais d'abord, s'il vous plaît, appelez-moi Lou ou Louis. Okay, Lou. Yeah, yeah, absolutely. I'm okay. I'm not a sir. Those days are long over. Nous sommes tous égaux ici, nous sommes tous collègues, nous sommes tous des amis. Alors, s'il vous plaît, appelez-moi Lou.
En regardant en arrière, c'était pour moi une expérience assez terrifiante, parce que ma profession m'a toujours obligé à vivre dans l'ombre. L'anonymat est mon ami. Ça peut faire la différence entre vivre et mourir. Si vous êtes en contact avec l'ennemi, j'ai donc passé toute ma carrière dans l'ombre, parfois sous différentes identités. Quand j'ai quitté le département de la Défense, permettez-moi de vous expliquer ce processus. Parce que j'aime mon département de la Défense, j'aime mon gouvernement, j'aime mon pays, j'aime mes concitoyens, et j'ai passé 20 ans de ma vie dans l'engagement de les servir. À ce moment, le secrétaire de la Défense, qui était le haut fonctionnaire du département de la Défense, était une personne que j'avais eu l'honneur et le privilège de servir au combat. C'est le secrétaire James Mattis qui, quand je l'ai connu, était général. C'est un vrai héros pour notre pays pour de nombreuses raisons que je ne détaillerai pas ici. J'étais donc au département de la Défense quand il est devenu secrétaire de la Défense. Je l'ai toujours reconnu comme un homme honorable qui préfère avoir trop d'informations que pas assez. Il est extrêmement fin, très intelligent et veut toujours le maximum d'informations. Ma frustration a débuté alors que je continuais à faire ce travail que le peuple américain m'avait confié par l'intermédiaire du sénateur Harry Reid et d'autres. Il est devenu de plus en plus difficile de fournir des briefings et des informations au secrétaire de la Défense. Ce n'était pas sa faute, il y avait une chaîne de commandement définie et j'utilisais cette chaîne de commandement. Mais pour une raison que j'ignore, les individus aux échelons les plus élevés du gouvernement ne voulaient pas lui faire prendre conscience de ce qui se passait. C'est devenu très problématique pour moi. Donc après plusieurs mois à essayer, échouer, réessayer, de nouveau échouer pour attirer l'attention du patron sur ce dossier, j'ai fait ce que la plupart dans le gouvernement américain font quand tu atteins un point où tu deviens ce que nous appelons inapte au combat. Je ne pouvais plus faire mon travail de la façon dont il devait être fait parce que je ne pouvais pas informer la seule personne qui devait être informée. J'ai donc démissionné, ce qui arrive parfois pour les personnes avec ma position au gouvernement. C'est une sorte de code d'honneur, une code de conduite. Si vous ne pouvez pas résoudre un problème, vous essayez de ne pas aggraver les choses en restant, vous partez et vous laissez les autres essayer de résoudre le problème. Et je savais qu'en partant, qu'en signant mon mémo de démission, le patron finirait par le savoir. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse lui cacher parce qu'il lui était adressé directement. Je suis parti et certaines de mes connaissances qui étaient engagées dans l'organisation TTSA m'ont demandé si je voulais intégrer cette structure. J'ai vite compris que faisaient partie de ce groupe beaucoup d'anciens intervenants et ou associés au programme AATIP, avec qui j'avais travaillé auparavant. C'était donc une décision très facile pour moi. J'ai donc rapidement rejoint la structure. Peu après, j'ai appris que quelqu'un au ministère de la Défense avait fait fuiter mon mémo de démission au New York Times. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui s'est présenté comme étant du New York Times, m'indiquant qu'il allait écrire un article, qu'il savait qui j'étais, ce sur quoi mon service avait travaillé. Je pouvais coopérer et donner ma version de l'histoire, mais de toute façon, ils allaient écrire l'article avec ou sans moi, et informer le grand public sur cette affaire. J'ai pensé qu'il se serait probablement mieux pour moi de donner ma version de l'histoire, à condition de ne rien révéler de sensible ou de classifier, et advienne que pourra. À ce stade, je n'avais plus le contrôle, l'affaire allait sortir, et j'avais un choix à faire, garder le secret ou jouer la transparence. J'ai donc choisi d'être transparent, une décision difficile qui allait à l'encontre de la façon dont j'avais été formé. Mais avec le temps, je pense que c'était probablement la bonne décision. Parce que cela a permis d'ouvrir la discussion et le débat, le public se rend compte que le sujet est sérieux et que la stigmatisation et le tabou subis pendant des décennies sont complètement inutiles. Peut-être devrions-nous avoir une conversation académique à ce sujet pour la première fois depuis longtemps
Bref, c'est comme ça que je suis parti du gouvernement vers TTSA et maintenant vers un engagement plus direct envers le public. Merci Lou. Tout ceci s'est déroulé de manière très spécifique et je vous remercie pour l'éclairage que vous nous avez apporté. J'ai une dernière question pour vous présenter, ce n'est pas complet, mais ça permet d'avoir un panorama général de ce qui se joue ici. Je laisserai ensuite la parole aux autres intervenants qui vous poseront 2 questions chacun. Cette dernière question concerne le sujet sensible de la vidéo. Je veux être clair là-dessus. Lorsque les ufologues qui croient au phénomène ont vu cette vidéo, ils ont été convaincus qu'il s'agissait d'un ovni. Mais la plupart des gens qui l'ont visionné sont très sceptiques. Ils pensent plutôt à une mouche, à une poussière. Ils argumentent en indiquant que sur le marché sont disponibles des caméras high-tech à très haute définition. Ils s'étonnent que lorsqu'il s'agit d'ovnis, nous ne disposons toujours que d'images floues. Donc, que pouvez-vous nous dire à propos de cette vidéo? D'où vient-elle? Qu'est-ce que nous y voyons? Je n'attends pas une réponse complète, bien entendu, car, comme vous l'avez indiqué, vous ne savez pas ce que c'est, mais pouvez-vous nous dire, de par votre formation, votre expérience militaire, ce qui pourrait être sur cette vidéo? Vous faites référence à 3 vidéos, l'une d'elles se nomme Flare, une autre Go Fast, la dernière a été baptisée Gumball. Et la façon dont ces 3 vidéos ont été sorties, la façon dont tout cela s'est passé, désormais assez bien établi, c'est connu maintenant. Mais en substance, ces 3 vidéos ont été rendues publiques et ce sont les 3 vidéos les moins convaincantes, car elles sont pourtant importantes si vous regardez d'un point de vue analytique. Vous pouvez voir des caractéristiques de performance associées à ces objets qui sont tout à fait uniques. Et contrairement à un engin volant traditionnel ou ce type de technologie, mais ce dont la plupart des gens n'ont pas conscience, c'est qu'il y a beaucoup d'autres preuves enregistrées, avec une bien meilleure définition que ces malheureuses vidéos qui sont, comme je l'ai dit, les moins convaincantes, parce que les plus convaincantes de ces vidéos ou photos sont hautement classifiées. Elles ont été prises par des systèmes d'armes classifiés, de plateformes de collecte, et il y a une attention particulière pour le gouvernement américain parce que la divulgation de ces photos et vidéos pourrait compromettre les structures de la sécurité nationale des États-Unis et je pense qu'il est important que les gens comprennent que ce ne sont pas juste les vidéos qui sont classifiées, mais également le système de capteurs utilisé pour collecter ces données, mais aussi peut-être l'endroit où les données ont été collectées, les circonstances dans lesquelles elles ont été collectées. Certaines des métadonnées également embarquées dans les vidéos, ainsi que le type de matériel de l'arsenal US à un endroit précis à ce moment précis. Il est possible qu'un adversaire puisse prendre conscience de cela, donc il y a de multiples raisons pour lesquelles les vidéos et les photos sont gardées classifiées et non divulguées au grand public. Ces vidéos sont importantes car elles contiennent les 5 observables théorisés au sein du programme AATIP. Les 5 observables sont les caractéristiques de performance clés qui sont typiquement non associées à une technologie conventionnelle. Par exemple, les avions ont une manière très spécifique de voler, fondamentalement basée sur 4 forces fondamentales. Vous avez la poussée, la portance, la traînée et le poids, et quand vous comprenez ces forces et la façon de développer la technologie pour s'accommoder de ces forces, vous pouvez avancer, vous développez des ailes, vous créez une portance et vous avez des gouvernes. Ces véhicules que l'on observe ne possèdent pas de moyens visibles de portance. En effet, ils n'ont d'ailleurs pas de signe évident de propulsion, ils ne possèdent pas d'ailes, ils n'ont pas d'ailerons, ils n'ont pas de gouverne, c'est ce qui l'on associe aux engins conventionnels et pourtant, ils sont capables de se mouvoir par des moyens qui surpassent en substance toute notre compréhension sur l'aérodynamique. Ils ne devraient pas être capables de faire cela, et pourtant c'est ce qu'ils font.
Et n'oublions pas que nous sommes en train de collecter ces informations via de multiples capteurs, une collection de cas de figure pour nos unités, si vous préférez. L'un de ces moyens de récupération d'informations, ce sont les pilotes qui sont des observateurs avertis, qui nous partagent leurs expériences personnelles, ce qui est assez impressionnant. Vous avez les données sauvegardées de l'électro-optique, telles que les enregistrements des caméras installées sur les canons, ainsi que les sauvegardes des données radars, et pas juste un, mais de multiples radars. Les plateformes de collecte de données engrangent les mêmes données, et désormais vous avez de multiples images. Vous avez 3 types de capteurs de données, l'être humain est l'un d'entre eux, toutes collectant et reportant les mêmes informations aux mêmes heures, aux mêmes places et dans les mêmes circonstances. Quand vous voyez cela, vous devez reconnaître que c'est plus que grand-mère qui voit quelques lumières dans l'arrière-cour. C'est quelque chose de complètement différent. Et nous savions que s'il s'agissait d'un appareil russe ou peut-être nord-coréen, les gens seraient davantage ouverts. Mais parce qu'on n'en voit pas le bout de ces choses, alors les observateurs commencent à se demander s'ils ne devraient ou pas reporter cela parce que leur entourage pourrait penser qu'ils sont fous, alors qu'ils ne le sont pas. Ils reportent quelque chose de réel. Merci encore et désolé pour tous ces remerciements, mais vous apportez beaucoup d'éclaircissements sur ces vidéos. Et le processus, et je pense que les gens n'avaient pas ces informations. Maintenant, nous sommes prêts à aller plus loin sur le sujet. Merci Lou, je vais commencer avec Sébastien. Tu es prêt? Je suis sûr que... alors j'ai un peu changé l'ordre. Sébastien, tu as 2 questions pour Lou. Tu peux commencer. Merci Nico et merci Lou d'être avec nous ce soir. Ma première question est, pensez-vous que ces phénomènes UAP sont vus plus comme des problèmes de sécurité nationale ou de sécurité internationale par votre gouvernement, le gouvernement américain? Bien, il y a 2 réponses à cette question. D'abord et avant toute chose, selon ma perspective, c'est un problème absolument global, donc international. Pour le gouvernement américain, il est juste de dire maintenant qu'ils sont en train d'essayer de collecter plus de données, plus de faits sur le sujet. À l'heure actuelle, la plupart des gouvernements sont en train de regarder cela à travers le filtre des problèmes américains. Not mine. Not mine. Not mine too. Vous savez, je pense que selon la perspective du gouvernement américain, avant qu'ils en fassent un problème international, ils veulent d'abord être sûrs qu'ils comprennent le problème rencontré dans notre pays, et c'est probablement plus prudent. Maintenant, ce n'est pas pour dire que les autres pays ne le trouvent pas intéressant, ils ne veulent pas travailler avec nous. Il y a d'autres gouvernements, et nous avons vu récemment qu'au cours des derniers mois, que le Japon, par exemple, tendait la main et avait la volonté d'établir une relation bilatérale avec le gouvernement américain, dans le but de partager les informations UFO-relatées. Vous avez par exemple le gouvernement du Nicaragua, créant leur propre organisation UFO, et il y a bien d'autres exemples dans le reste du monde, donc ce n'est pas un problème américain, mais un problème général. Mais je pense que selon la perspective du gouvernement, cela leur incombe. Le premier regard sur cela, à partir des actions qu'il a lui-même, donc les États-Unis sont en train de regarder, quelles sont les actions américaines concernées et qui sont en jeu, et puis une fois que nous comprendrons un peu mieux, je suspecte qu'il y aura peut-être un peu plus d'engagement bilatéral, multilatéral, au nom de notre pays, en tout cas, je l'espère. Okay, thank you, Lou. Donc ma deuxième question est, pensez-vous qu'une coalition internationale des chercheurs puisse faire avancer les sujets UFO? Oui, absolument. Je veux dire que le sujet n'est pas relégué seulement à la défense nationale. Le temps passe et nous sommes en train de réaliser qu'il y a tant d'aspects à ce phénomène qui font que le gouvernement ne devrait pas être le seul impliqué. C'est peut-être une question académique, une question scientifique, une question théologique ou même philosophique.
Et dans ce cas, nous allons avoir besoin de tout le monde sur le pont, nous allons avoir besoin de la participation de tout le monde. Nous allons avoir besoin de nos scientifiques, de nos universitaires, de nos théologiens, de tous les citoyens. C'est un sujet qui affecte tous les individus de cette planète, même si c'est de façon différente et inégale. Et donc, je ne suis pas sûr finalement que la meilleure façon de comprendre cette énigme soit de laisser le gouvernement américain travailler seul. Je pense que c'est une conversation globale qui est probablement demandée, qui demande toutes sortes de participations. D'abord et avant tout, peut-être que les Nations Unies pourraient être le bon canal pour commencer cette conversation internationale. Et dans ce sens, nous avons une liste globale de participants. Donc tout le monde réalise que c'est un sujet qui nous affecte tous. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question de manière intelligible. Thank you so much, Lou. Oui, merci infiniment, Lou. Marie-France, es-tu prête à poser 2 questions à Lou? Veux-tu poursuivre? Oui, donc merci infiniment, Lou. C'est un grand honneur de parler avec vous aujourd'hui. J'ai donc 2 questions. Dans le documentaire Unidentified Inside America's UFO's Investigation, à la fin de la saison 2, vous dites que si nous pouvions entrer en contact avec des extraterrestres, nous apprendrions peut-être à être plus que des humains et que notre définition d'être humain serait élargie. Ma question est, qu'est-ce que cela signifierait pour les humains? Wow, belle question. Merci de l'avoir posée, c'est très profond. Vous savez, je pense que la chose que nous avons apprise sur les êtres humains, c'est que nous avons toujours plus à apprendre. C'est la condition humaine, notre ADN, d'essayer de comprendre les choses. Et la leçon que nous continuons d'apprendre, c'est qu'à chaque fois que nous mettons Dame Nature dans une petite boîte, Dame Nature ne joue pas les mêmes règles que nous. Et il est prouvé que nous avons eu faux à de maintes reprises lorsqu'on essaye de définir ce que cela signifie d'être vivant. Nous commençons à réaliser qu'il n'y a pas de réponse définitive. On peut regarder un être humain et dire oui, nous sommes en vie. On peut regarder un chat ou un chien et dire oui, c'est en vie. Mais quand vous regardez par exemple une plante, celle-ci n'a pas d'yeux, elle n'a pas le même type de connexion neuronale que nous. Elle ne possède pas les 5 sens que nous possédons, et pourtant elle est bien en vie. Nous pouvons donc nous rendre dans des endroits les plus extrêmes de notre planète, où la vie ne devrait pas pouvoir se développer par définition. Elle existe. Nous avons découvert la vie des kilomètres sous la glace. Nous avons découvert la vie dans des endroits les plus profonds, sombres et hostiles de nos océans, où il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de lumière. La vie doit survivre via la chimiosynthèse. Même au sein de notre propre corps, nous accueillons des millions de choses vivantes, de microbes, et même des virus qui ne possèdent même pas d'ADN, et pourtant ils peuvent se répliquer et survivre. Notre définition de la vie continue de s'étendre au-delà de tout cela. Ensuite, on peut se demander ce que signifie d'être humain. Êtes-vous humain si vous êtes doté de 2 bras et de 2 jambes et une tête? Non, car un singe en est doté aussi. Être humain signifie que vous êtes doté d'un cerveau, comme un cerveau humain, et que nous avons une conscience propre. Un libre arbitre, et bien pas nécessairement, car il y a des gens qui sont bel et bien humains, mais qui sont mentalement malades. Ils sont bien entendu toujours dignes d'être des humains à part entière, et donc cela ne définit pas toujours ce qu'est être humain. Maintenant, qu'est-ce qui définit l'essence même d'un humain? Ce que je vous répondrai, c'est que nous ne le savons pas encore. Et quid s'il s'est avéré que nous trouvions un ancêtre qui s'avère être le chaînon manquant entre nous et notre passé? Est-il possible que la définition d'être humain soit en constante évolution? Je vous répondrai que oui, c'est possible. Et qu'être humain n'est pas nécessairement cela, c'est quelque chose de bien plus profond, bien plus existentiel.
quelque chose qui se trouve au-delà de notre compréhension actuelle et de notre raisonnement. Je pense que s'il est avéré que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, peut-être qu'il y a beaucoup d'êtres comme nous. Ce que nous pouvons découvrir, imaginez apprendre 1 million d'années d'évolution humaine par leurs leçons en quelques mois. Imaginez s'il y avait une civilisation avancée, une entité qui atterrissait, et soudainement nous réaliserions que notre compréhension de l'univers n'est certainement pas complète, et que peut-être nous pouvons apprendre à être meilleurs que ce que nous sommes en tant qu'êtres humains actuellement, pour arriver là où nous devrions être. Au lieu de cela, beaucoup d'entre nous se battent et regardent les 10% de différence que nous avons en tant qu'espèce. Peut-être que nous apprenions, si nous apprenions à nous concentrer sur les 90% que nous avons en commun, et peut-être apprendrions-nous que les limites nationales, que les frontières socio-économiques ne sont pas nécessaires, parce que si vous regardez une carte et que vous enlevez toutes les lignes et les frontières, vous réalisez très rapidement que nous sommes tous connectés, nous vivons tous ensemble sur le même petit rocher. Il est possible que nous puissions apprendre à être plus qu'humains, quelque chose d'autre. Je pense que c'est certainement possible. Certainement. Merci pour votre réponse. Autre question, selon vous, nous dirigeons-nous vers un monde post-divulgation ? Eh bien, je pense que cela dépend à qui vous demandez. S'il y a 3 ans, vous m'auriez demandé, ou vous auriez interrogé le public sur la signification de la divulgation, je pense que la plupart des gens auraient répondu que si un haut fonctionnaire du gouvernement annonçait que c'est réel, cela aurait été une forme de divulgation. Je pense que nous sommes bien au-delà de ça maintenant. Nous avons dans mon pays des sénateurs très expérimentés sur le législatif, des personnes expérimentées dans l'exécutif. Nous avons un certain nombre de personnes qui s'expriment. Des personnes qui ont démissionné. Notre ancien directeur de la CIA, John Breman, notre ancien DNI, John Ratcliffe. Nous avons même la création d'une UAP Task Force sous l'autorité du secrétaire adjoint à la Défense. Pas mal de personnes qui s'expriment et qui disent que c'est réel. Alors je pense que nous sommes au-delà de ce point. Peut-être que nous commençons à atteindre maintenant le point de non-retour. Peut-être que nous avons atteint ce point critique où nous acceptons la réalité qui est autour de nous. Maintenant, avons-nous atteint la ligne d'arrivée quant à la divulgation ? Je pense pas. Je pense que nous avons encore un peu de chemin à parcourir, mais nous avons commencé ce processus, nous avons commencé ce périple. Et de mon point de vue, nous avons accompli collectivement plus en 3 ans qu'en plusieurs décennies. Merci Lou. Merci pour votre réponse. Merci, très intéressant. Dominique, tu as une question pour Lou. Merci Lou, c'est incroyable. Avez-vous un intérêt pour les études réalisées en France par le GEPAN ou des groupes comme Sigma 2 et pensez-vous que ce serait possible que le GEPAN établisse une collaboration entre nos pays sur le sujet ? Je vais répondre à votre question sans sens inverse si cela ne vous dérange pas. D'abord, est-ce que je pense qu'il est important pour nous de coopérer ? Absolument. Je ne pense pas que nous pouvons répondre aux questions que nous nous posons sans coopération internationale. Et le GEPAN est certainement l'une des organisations importantes dans ce domaine. C'est impératif, je ne pense pas que nous ayons le choix si nous voulons vraiment aller au fond du problème. Nous devons nous engager avec nos amis, nos alliés, peut-être même certains de nos adversaires. Peut-être devrions-nous commencer à regarder ce sujet peut-être comme le changement climatique. Quelque chose qui implique chacun de nous. C'est mon point de vue, maintenant pour autant que je connaisse les efforts et les contributions du GEPAN, absolument. Un de mes amis, Jacques Vallée, travaille depuis de nombreuses années dans cette organisation. Il a été absolument déterminant pour nous aider à approcher des organisations telles que le GEPAN. Pardonnez-moi si je ne le prononce pas correctement.
Dans une certaine mesure, je pense qu'il faut remercier cette organisation, parce que cela nous a aidés dans mon travail ici, aux États-Unis. Reconnaître qu'il est possible d'avoir une organisation UFO sponsorisée par le gouvernement, ce n'est pas une impossibilité. D'autres pays le font. Pourquoi ne le pouvons-nous pas? Ça n'a pas de sens. Donc oui, pour le dire simplement, nous sommes conscients et nous saluons l'histoire et les efforts de cette organisation. Ça nous a beaucoup aidés ici. Merci beaucoup pour votre réponse. Ma deuxième question est très différente, mais je suis très intéressé par ce sujet et j'ai entendu que vous évoquiez le lien entre les Amérindiens et le peuple des étoiles dans bon nombre de vos interviews. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à propos de cela et aussi à propos de vos récentes études à ce sujet? Alors, je ne parlerai certainement pas au nom du peuple indigène ou aborigène, car ce n'est pas ma culture. Mais toutefois, j'ai eu l'honneur et le privilège de parler avec un certain nombre d'entre eux, et ils se sont montrés très avenants et honnêtes. Et ce fut très chamboulant pour moi, parce que lorsqu'on regarde les civilisations de l'Ouest américain, dans les histoires de Far West, on a tendance à regarder au travers du prisme judéo-chrétien. En réalité, il y a deux parties dans l'histoire. Il y a la période avant Jésus-Christ et bien sûr la période après Jésus-Christ, donc vous savez, de regard binaire sur l'univers. Tout ce qui est arrivé avant et tout ce qui est arrivé après, mais le peuple indigène ne regarde pas l'histoire de cette manière. En effet, il y a plusieurs de leurs histoires qui sont déroulées il y a 10 000 ans et se sont transmises par tradition orale, et c'est très convaincant, car vous commencez à réaliser que nous sommes ici depuis bien plus longtemps que ce que la plupart des gens le pensent. Nous avons commencé à parler des observations que nous faisons en tant qu'espèce depuis bien plus longtemps que ce que vous pouvez lire dans la Torah, la Bible, le Coran ou même le Bhagavad Gita. Certaines de ces traditions orales remontent à des millénaires, par-delà les millénaires. Quand vous écoutez certains de leurs échanges, vous commencez à comprendre, à réaliser qu'il y a ici une histoire bien plus riche et profonde. Et quand ils commencent à parler de leurs observations, de la Genèse, et que le peuple des étoiles, et bien vous observez un pétroglyphe qui a sans doute 4000 ans, et que vous réalisez que ce pétroglyphe sur le mur correspond en tout point à un pétroglyphe en Australie, vous commencez à regarder cela d'un point de vue statistique. Et quelles sont les chances qu'ils imaginent la même chose à peu près la même période, probablement pas de manière hasardeuse. Il y a des attributs anthropomorphiques que nous commençons à voir sur certains de ces pétroglyphes qui sont très convaincants. Il y a de nombreuses similitudes au sujet desquelles on se doit de spéculer. Sont-ils en train de regarder la même chose? Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si important d'avoir décidé d'avoir une tradition orale sur cela, et même le dessiner sur le flanc d'une colline? Et pour moi, du coup, je pense que c'est une autre partie de l'histoire que nous avons minimisée et ignorée en Occident. Et j'encouragerais quiconque qui s'y intéresse à envisager que les informations peuvent être fournies par le peuple aborigène au travers d'une perspective historique, évidemment. Ils n'avaient pas de radar ou d'enregistrement de caméra, mais ils étaient également des observateurs passionnés, ils étaient des témoins entraînés. Ils étaient tout à fait aussi entraînés que nos meilleurs pilotes de chasse, car ils vivaient dans ces lieux depuis si longtemps. Ils savaient tout ce qui était naturel, et ce qui ne l'était pas, ça devait être inclus comme une part importante de la réflexion. Merci beaucoup. Avant que nous passions à Bernard, j'ai deux questions. L'une porte sur le passé et la seconde porte sur le futur. La première portant sur le passé, je me souviens de ce jour, c'était en juin 2018 à Las Vegas, et le docteur Al Puthoff a donné cette conférence à propos des métamatériaux.
Que pouvez-vous nous dire et que pouvez-vous nous partager à propos de ce sujet au sein de ce large sujet qu'est l'ufologie? Les métamatériaux commencent tout juste à être exploités dans une large mesure par des pays et leur industrie de défense. Car les métamatériaux sont ces matériaux qui, lorsque vous les associez à une combinaison d'autres matériaux, se comportent de manière que vous ne suspectez pas nécessairement. Et je pense qu'à la place d'avoir une conversation sur les métamatériaux, nous devons probablement d'abord avoir une conversation à propos de la science des métamatériaux, ce qui est en fait quelque chose de vraiment unique par rapport à quelque chose de plus ordinaire et banal. Nous prenons ce stylo par exemple, si vous voulez faire une analyse physique de ce stylo, je commencerai en mesurant sa longueur, sa largeur et peut-être regarder certaines de ses propriétés matérielles, sa force de traction. Je pourrais aller aussi plus loin et regarder à quelle température il faut faire pour fondre le matériau. Je pourrais faire une analyse sur l'aluminium par rapport à l'acier inoxydable et analyser cela en gros au niveau macro. Et donc, s'il y avait quelque chose d'assez unique dans ce stylo, c'est que j'ai vraiment envie de passer plus de temps et d'efforts, je devrais commencer à regarder les propriétés moléculaires ou chimiques de ce stylo, quelle est la relation qu'ont les molécules dans l'aluminium avec les autres molécules dans l'aluminium, quelle est sa construction physique, la construction physique de sa matrice, si vous voulez, sur cet aluminium qui fait que cet aluminium unique, et donc si je veux aller plus loin et dépenser beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps, je ferai une analyse au niveau nano, ou une analyse au niveau atomique de ce stylo. Je ne suis plus en train de regarder le stylo lui-même, en fait je ne regarde même pas la chimie. Quand on prend le stylo, je suis en train de regarder les atomes, la structure atomique, le rapport isotopique de ce stylo. Maintenant, nous savons que le matériel se trouve naturellement sur la planète avec un certain ratio isotopique. Et pour nous, c'est comme ça que nous savons en général que quelque chose a été manufacturé et dans quel degré. Plus tu as d'objets, disons ce stylo qui a été conçu au niveau nano, ce qui prend beaucoup de technologie et de ressources, plus il va devenir unique, parce que si tu trouves, disons, que ce stylo a un ratio isotopique unique, et que ce ratio isotopique ou la structure atomique est cohérente tout au long du stylo en entier, cela veut dire que ce stylo a été conçu au niveau atomique et que jusqu'à récemment nous n'avions pas les capacités de le faire. Il y a toujours un degré, une variante dans ces ratios isotopiques même, peu importe combien nous avons essayé. Vous allez toujours avoir certains degrés de différence dans ces ratios isotopiques. Donc, si vous prenez ce stylo et regardez s'il a une consistance, disons 33%, 33%, 32% d'un certain ratio isotopique, donc vous pouvez déduire rapidement que ce stylo a été conçu au niveau atomique. Et donc, disons que nous avons trouvé ce stylo en 1954, bien que nous n'ayons seulement la technologie aujourd'hui pour faire cela, dans les 10 dernières années, donc vous ne vous attendiez pas en 1954 à trouver un stylo qui a été conçu au niveau nano, parce que si nous n'avions pas la technologie, nous n'avions pas le savoir-faire, et donc pour nous c'est irrésistible sur certains matériaux. Quand vous avez des matériaux avec une origine inconnue et que vous trouviez ces uniques signatures dans le matériau, donc cela nécessite forcément plus d'études, la question étant d'où cela vient, qui l'a construit. Aujourd'hui il est possible que certains adversaires étrangers aient ramené cette technologie dans les années 1950. Bien sûr, c'est certainement possible, mais c'est extrêmement peu plausible, parce que cela voudrait dire que pour les 70 dernières années, le renseignement a échoué dans sa mission. Peu importe combien de millions de dollars nous avons dépensés dans cette unique intelligence humaine, intelligence de la mesure, et nous aurons été pris au dépourvu d'une manière ou d'une autre, certains pays auraient réussi à garder leur secret tout ce temps, ce qui est très improbable, ce n'est pas impossible, mais c'est très improbable. Et donc c'est en substance, si vous voulez, une discussion sur les métamatériaux. Pourquoi quand vous rencontrez quelque chose qui est si intéressant, qu'est-ce qui le rend intéressant et pourquoi ça vaut la peine d'investir de l'argent pour se rendre compte comment cela a été fait. Évidemment, il y a toutes sortes de nuances intéressantes dont vous pouvez discuter. Vous pouvez discuter multispectre, la capacité de transmettre et de recevoir dans le spectre électromagnétique différentes longueurs d'onde.
Et nous commençons avec un potentiel effet fractal sur la façon dont le matériel est en couche. Vous savez, jusqu'à récemment, nous n'avions même pas la compétence pour superposer ce type de matériel, avec un niveau de précision que nous avons vu, et donc encore une fois, comment cela est arrivé, qui l'a fait, comment c'est arrivé. Nous savons que ce n'est pas un processus naturel, donc quelqu'un ou quelque chose a dû le concevoir. Merci Lou, c'est une partie absolument incroyable. Je pense que nous pourrions discuter pendant des heures, parce qu'il y a évidemment des preuves là-dessus, et je suis sûr que vous et votre équipe avez travaillé sur ces débris d'éléments, et que vous avez posé des questions sur la table. Nous n'avons aucune idée vraiment de savoir ce que c'est, d'où il vient, qui l'a conçu, mais cela soulève des questions, et je suis sûr que nous pourrions discuter dessus pendant des heures. J'ai une dernière question, avant que nous passions à Bernard. J'ai mentionné le futur, car j'ai passé trop d'années à regarder le passé, mais qu'y a-t-il après? Je veux dire, qu'est-ce qu'après? Je sais que vous avez 2 filles, et j'ai aussi une fille qui a 3 ans, et elle est fantastique, c'est le soleil de ma vie. Et à chaque instant, tous les jours, je pense, qu'est-ce qu'après pour eux? Vous savez, nous avons fait des erreurs dans le passé. Comment pouvons-nous réparer cela et leur donner un futur? Je ne suis pas si vieux, mais vous savez, je fais partie d'une génération, alors j'ai peur là-dessus, et je me demande souvent comment pouvons-nous amener nos enfants à s'impliquer dans ce sujet. Parce que pour être honnête, je ne sais pas exactement comment c'est ça. J'ai mon idée, vous savez que j'ai vécu à Los Angeles. C'est vraiment un sujet pour seniors. Je suis probablement un des plus jeunes dans mon pays à s'y intéresser. Peut-être Dominique, Sébastien ou Marie-France, nous sommes les plus jeunes. Et peut-être toi aussi, Pascal. Allez, peut-être. Comment pouvons-nous amener ces enfants et notre génération à discuter de ces sujets? Vous avez mentionné au début de la vidéo, plus de preuves et plus de vidéos ont été révélées au public. Comment on peut les amener à bord parce que nous avons besoin d'eux? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion là-dessus? Bien, tout d'abord, je pense que vous avez raison, je suis probablement le plus âgé ici, mais ma génération n'a pas traité correctement ce sujet. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que ma génération a refusé de faire quelque chose là-dessus plus tôt. Et donc nous y voilà. Je vais vous dire que j'ai plus d'espoir dans la nouvelle génération pour parler de cette énigme. Ils sont plus courageux pour avoir des conversations qui sont peut-être inconfortables, mais qui doivent se tenir. Donc, je fonde beaucoup d'espoir dans cette nouvelle génération. La question étant, comment allez-vous les intéresser? Vous les engagez comme vous faites, vous leur dites la vérité, vous êtes honnête avec eux, vous les laissez prendre leurs propres décisions sur ce que cela signifie pour eux individuellement. Ne leur racontez pas d'histoire, donnez-leur juste des faits et laissez-les décider ce que cela signifie pour eux personnellement. Comme vous l'avez dit, je suis papa de 2 filles, j'ai toujours dit la vérité à mes filles. Même si c'était sur des choses comme le cancer, le terrorisme, le Père Noël ou n'importe quel autre sujet. Vous savez, automatiquement, nous avons la responsabilité de dire la vérité à nos enfants. Et encore une fois, ne leur dites pas nécessairement ce qu'ils doivent penser, laissez-les comprendre cela par eux-mêmes. Vous savez, cette génération est encore une fois, à bien des égards, bien plus courageuse que ma génération. Parce qu'ils sont disposés à poser des questions difficiles et ils sont disposés à ne suivre que leur propre parti pris. Et les systèmes de croyances théologiques et philosophiques qui interfèrent avec cette quête pour la vérité, ce que ma génération a fait. Beaucoup de gens de ma génération n'ont même pas posé ces questions parce que cela challenge leur notion préconçue sur ce qu'est l'univers et leur monde et leur place à l'intérieur de cela, et peut-être vous savez ce que la religion leur a dit. Finalement, vous savez, ma génération était davantage comme Galilée qui demande à l'Église de regarder à travers le télescope ce qu'ils sont refusés de faire. Encore une fois, je ne suis pas en train d'essayer de dire des choses négatives contre l'Église. Mais toutes les institutions gouvernementales, religieuses et les organisations de façon globale ont l'habitude de résister aux informations et aux données perçues comme remettant en question leur conception du monde.
Et j'aimerais vous soumettre que ce n'est pas une remise en question de la perspective théologique. Si vous commencez à regarder le sujet, vous réalisez vraiment rapidement que ce n'est pas une remise en question. La notion de créateur du tout aidera probablement à renforcer fortement la notion au même degré que lorsque Galilée proposa à Copernic que la Terre n'est pas au centre du système solaire. Ce qui a dérangé les gens d'une mauvaise façon pendant quelque temps. Mais comme nous le savons, la vérité finit toujours par sortir. Donc ma suggestion est pourquoi ne pas avoir une conversation maintenant? Allons-y, nous avons attendu trop longtemps. J'ai souvent dit aux gens avant que c'est une conversation qui ne ressemble pas au bon vin français. Plus on garde le bouchon dessus, meilleur il est. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Cette conversation est plus comme un fruit pourri ou un légume pourri dans le frigo. Plus longtemps il reste, plus ça sentira. Et nous devrons probablement nettoyer le frigo tôt ou tard. Merci, je suis totalement d'accord avec vous et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et nous essayons à notre échelle de trouver un moyen de partager des informations et laisser le public développer sa propre opinion parce que, comme vous l'avez dit, ils doivent se faire leur propre idée. Et essayer d'appréhender le sujet. C'est un sujet très large, qui peut toucher les perspectives comme la religion, la politique également. Nous n'avons pas mentionné la politique aujourd'hui, mais évidemment, il y a de la politique derrière tout ça. Je vais donner la parole à Bernard. Si tu veux poser tes questions. Merci Lou. Merci pour cette opportunité. Je suis vraiment curieux et j'aurais deux questions. La première question, allez, je vais tricher un peu parce que je vais regrouper des petites questions ensemble dans cette question. Cela concerne votre passage dans la TIP. Je voudrais savoir plus précisément quels étaient vos moyens d'action en investigation. Quelle équipe aviez-vous autour de vous? Pouvez-vous découvrir également, si vous pouvez bien sûr, combien de cas avez-vous enquêté pendant ces années? Et dans ces enquêtes, dans ces investigations, quelle est la proportion de cas aéronautiques et de cas radars que vous avez eus qui sont vraiment significatifs? Oui, alors vous m'avez dit 3 questions, laissez-moi voir si je peux répondre à chacune d'entre elles. Tout d'abord, quelles étaient les méthodologies que nous avons employées pour enquêter sur ces incidents? Et je vous dirais que ce sont les mêmes méthodologies que nous utilisions pour enquêter sur les cas de terrorisme et d'espionnage. Au final, je suis un enquêteur, donc j'utilise les mêmes méthodologies que j'ai utilisées sur d'autres dossiers. Donc ces méthodologies sont éprouvées, elles permettent de collecter des preuves, d'analyser ces preuves et d'évaluer ces preuves, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la question est comment est-ce arrivé à mon bureau? Grâce à différents canaux. Parfois c'est un simple email avec une pièce jointe, des vidéos et des photos envoyées par un membre militaire de haut rang, qui par exemple a pu être témoin de quelque chose pendant qu'il était en train de conduire une mission militaire. Ou un pilote, quelqu'un sur un bateau, ou quelqu'un au sol conduisant une reconnaissance ou une surveillance. Et ce que nous avons fait, nous avions le meilleur, le plus brillant regard selon une perspective scientifique. Donc les enquêteurs collectent les informations, les scientifiques analysent et évaluent les informations, et ensuite nous transmettons ces informations à un autre groupe de personnes qui va regarder ces informations, essayer de déterminer que ce soit des technologies conventionnelles qui pourraient expliquer ce type d'événement, si c'est une sorte de missile de croisière, une sorte d'avion, une sorte de drone, une sorte de ballon météo, une anomalie atmosphérique, toutes ces choses qui pourraient poser question pour déterminer ce que c'est vraiment. Et mon équipe, comme vous l'avez appelé, était hautement entraînée et hautement certifiée individuellement dans pratiquement tous les aspects du renseignement. Donc ils étaient entraînés pour être des enquêteurs de terrain. Ils étaient entraînés scientifiquement dans le domaine de la physique, astrophysique, fusées, sciences des fusées,
Ils appliquaient leurs connaissances dans la résolution de ces problèmes ensemble. Ces professionnels prenaient l'information et la compilaient. Nous créions un compte-rendu que nous rendions à notre direction. Laissez-moi voir votre dernière question. C'était combien d'incidents nous avons eu? Nous en avons eu beaucoup, assez pour dessiner une image assez complète et nous permettre de créer les 5 grands observables. Je n'ai pas la liberté de discuter du nombre de cas exacts, mais nous en avons énuméré assez pour que nous puissions vérifier quelques résultats très intéressants et quelques congruences entre des rapports de témoins et peut-être quelques lieux d'intérêt. Je finirai là-dessus, il y en a eu beaucoup et je pense que beaucoup seront présentés au public d'une certaine façon, en tout cas je l'espère. Et quel est en gros le pourcentage des visuels radars que vous avez eu dans vos investigations? Dans une certaine mesure, la plupart d'entre elles avaient une sorte de retour radar. Le problème étant que ce retour radar apparaissait souvent comme ayant été manipulé, presque comme s'il y avait une sorte de brouillage actif en cours. Dans le sens traditionnel, nos systèmes radars savent quand ils sont brouillés et ils nous le font savoir. Ils nous disent « j'ai été brouillé, ok ?» Quelqu'un inonde la fréquence électromagnétique sur laquelle vous êtes et du coup, vous ne pouvez pas suivre un objet. Dans ce cas particulier, nous étions en train d'obtenir ces retours bizarres et absurdes. Nous n'étions pas en train d'obtenir une lecture indiquant que le radar était en train d'être brouillé, mais nous avions du mal, par exemple, à verrouiller une cible, et nous avions toutefois verrouillé une cible. De nombreuses fois, la perception de sa distance n'était pas exacte, sa vitesse n'était pas affichée comme étant précise, et parfois le radar s'éteignait tout simplement de lui-même. Parfois, il s'allumait de lui-même, donc des comportements très bizarres pour des systèmes de radar qui, vous le savez, ont été testés et utilisés pendant des décennies. Et soit dit en passant, nous ne parlons pas juste d'un radar, mais de multiples radars. Je dois être prudent sur ce que je dis, mais de multiples radars, dans de multiples endroits, ont enregistré le même objet faisant exactement la même chose, qu'il s'agisse d'un radar maritime ou, vous savez, d'un radar aéroporté, ces types de capteurs. Merci, c'est très intéressant ce que vous dites et ma dernière question sera, je dirais, une sorte de conclusion, mais avec une grosse interrogation. Lou, pensez-vous qu'avec tout ce que vous avez obtenu, que la raison pour laquelle ils sont réticents à parler du sujet parce que c'est très inquiétant. Pensez-vous que nous n'avons en fait aucun visiteur, mais plutôt des observateurs qui sont basés ici et qui viennent à leur guise, qu'il y a une sorte d'accord informel au plus haut niveau auquel vous n'avez pas accès. Car c'est un fait accompli qu'ils ne font rien, hormis observer. Ils observent et probablement, même si je ne veux pas faire de la science-fiction, les fonds marins, les abysses dans les îles et tout ce que nous observons, c'est presque toujours les mêmes régions. Vous pensez que les abysses et les fonds marins, il n'y a pas de base cachée et auxquelles nous ne pouvons pas accéder car c'est très difficile d'y accéder. Certaines personnes au plus haut rang ne veulent pas parler de cela parce qu'ils sont très perturbés et parce que, essentiellement, ces visiteurs et ces observateurs qui sont, on ne sait pas qui, mais qui sont libres d'agir sans aucun problème, libres de faire des allers-retours, et que c'est une des raisons pour laquelle les autorités sont réticentes et timides pour délivrer ce type d'informations.
Bien, à nouveau, très bonne question. Je vais essayer d'y répondre. Premièrement, ai-je accès à toutes ces informations qui étaient là-bas? Absolument pas. C'était une partie de ma frustration que nous avons reconnue très tôt. Il y avait des poches d'informations qui existaient, et tout au long de l'héritage d'informations du gouvernement américain dont personne ne semblait savoir où elles se trouvaient. Personne ne semblait savoir qui détenait ces informations et ces problématiques venant d'un point de vue gouvernemental, car le gouvernement lui-même ne sait pas où se trouve l'information. Alors, vous avez une situation plus problématique que probablement les extraterrestres. Le problème que vous rencontrez, c'est que le gouvernement a un certain dysfonctionnement quelque part, et ça doit être réglé. Surtout dans le domaine du renseignement, vous avez besoin d'avoir accès à toutes les informations tout le temps. Et s'il y a des informations là-bas qui n'existent pas, nous courons vers le même problème que nous avons eu le 11 septembre. Dans mon pays, les informations étaient disséminées dans des lieux disparates au sein du gouvernement. Et les membres du gouvernement ne se parlaient pas et en conséquence, nous avons eu des événements terribles comme le 11 septembre. Et vous savez, c'est quelque chose qui a besoin d'être évité à tout prix. C'est notre propre faute de ne pas s'être parlé les uns les autres, donc c'est la première partie de la question. La seconde partie de la question que vous m'avez posée est à propos des bases sous-marines. Est-ce possible ? Oui, oui, c'est possible. Je veux dire que nous connaissons bien mieux la Lune que ce que nous connaissons nos propres océans. 75% de cette planète est couverte d'eau, et une fois que tu as dépassé quelques centaines de mètres sous la surface, tu ne peux plus vraiment voir, tu ne peux compter que sur les appareils techniques pour t'aider à voir ce qu'il y a là-bas, mais je vous encourage à regarder ceci à partir d'une perspective non binaire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont dans et au-dessus de l'eau qu'il y a une base secrète à cet endroit. Il pourrait y en avoir de toutes sortes de raisons pour laquelle on couvre une activité UAP au-dessus de l'eau. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une base juste là parce que nous ne pouvons pas la voir. Est-ce possible, je suppose, mais regardons ça d'un point de vue humain. Qu'est-ce qu'une base? Une base est l'endroit où nous pouvons aller, où on peut se protéger, on peut avoir du carburant, la logistique, la nourriture. Et nous faisons sécurité relative en poursuivant une mission militaire. Quand nous posons la question est-ce possible qu'il y ait une base militaire dans les profondeurs, nous émettons immédiatement un préjugé parce que nous la posons en termes humains. Nous y réfléchissons en transposant ce que nous ferions si nous avions ces appareils, ces technologies, et ce n'est peut-être pas du tout le cas, il peut y avoir une toute autre raison. Nous pensons voir les choses dans et au-dessus de l'eau, je n'entrerai pas dans les détails, c'est peut-être un carburant. C'est peut-être que l'eau, que l'hydrogène est utilisé comme source de carburant hautement énergétique. Et encore une fois, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a peut-être des données qui suggèrent ça. Je ne voudrais pas spéculer sur l'existence d'une base sous-marine, car ça implique automatiquement qu'il y a peut-être une sorte de fonctionnement humain, et je ne suis pas sûr que nous ayons assez de données pour cette conclusion. Je pense que toutes les options sont sur la table, nous avons besoin de collecter plus de données avant que nous puissions commencer à répondre à cette question. Mais je ne suis pas en désaccord avec toi, je dis simplement que je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment de données pour même pouvoir poser cette question pour l'instant. Je veux juste rappeler quelque chose pour les gens qui vont regarder cette émission. Nous ne parlons que de faits quand nous lisons votre travail et suivons votre trajet ces dernières années. Les gens vous connaissent comme Monsieur Fait. Vous restez dans les faits, c'est très important. Pascal et moi-même avons cette façon de travailler, nous restons toujours sur les faits. Ce qui ne signifie pas que nous ne pouvons pas réfléchir ou spéculer sur le sujet, mais nous devons rester sur les faits pour élargir l'audience du sujet auprès du grand public. Le public doit se fier aux faits et c'est ce que nous avons mentionné plus tôt à propos de l'avenir de nos enfants. Nous avons posé des questions très variées, c'était incroyable. Pascal va conclure. Et je vous remercie pour ce moment incroyable. Je discuterai avec vous pendant des heures, mais votre temps est limité. Ce que j'apprécie, c'est que vous êtes un groupe de personnes qui sont guidées
par les faits. Il y a une chose que j'aimerais souligner, et c'est ainsi que nous regardons les choses, pour les problèmes, pour savoir où nous en sommes. Dans notre approche des sciences et des mathématiques, et je pense que quand on regarde ce problème, pendant la Renaissance, nous avons eu une période incroyable pour notre civilisation, où on commence à mieux comprendre la nature, et nous retrouvons des personnes comme Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Nous commençons à comprendre la notion de gravité, nous comprenons la physique, force physique newtonienne qui équivaut à la masse multipliée par l'accélération, etc. Nous percevons l'univers par cette optique. Puis, au début du siècle dernier, arrive un gentleman mal coiffé qui s'appelle Einstein, qui tout d'un coup introduit la notion de relativité, le fait que l'espace et le temps sont connectés ensemble. Vous ne pouvez pas avoir une conversation sur l'espace et le temps sans inclure que l'espace-temps est souple. Il nous a fallu plusieurs années pour comprendre et apprécier ce que cela signifiait, mais nous avons réalisé cette autre réalité. C'est tout autour de nous, ça dépasse la science newtonienne depuis les 30-40 dernières années. Nous commençons à comprendre encore qu'il y a un autre aspect de la réalité que nous appelons la physique quantique. Et la physique quantique, aussi bizarre que cela puisse être, explique réellement comment l'univers fonctionne dans l'infiniment petit, et peut-être pourrait être potentiellement appliqué à un plus grand niveau. Les principes fondamentaux de la science newtonienne et la relativité ne sont pas nécessairement des considérations en physique quantique, comme par exemple la vitesse de la lumière, qui n'est peut-être pas la vitesse limite de l'univers. Peut-être que l'univers a des raccourcis. Peut-être que les distances sont seulement des fonctions en 3 dimensions. Et quand vous entrez dans le monde de la quantique, le temps lui-même peut avoir 3 dimensions. Peut-être que l'univers, plutôt que d'être comme une table plate, où tout est linéaire, est plus comme un gruyère, plein de trous, des petits raccourcis. Nous commençons à comprendre cela aujourd'hui. Je pense en regardant le sujet des UAP, nous devons réellement nous challenger, pour comprendre qu'il y a de nouvelles sciences émergentes qui sortent tous les jours. Cela devrait nous aider à comprendre cette superbe énigme, mais je pense que c'est important de reconnaître que nous n'avons pas encore toutes les réponses. À chaque fois que nous pensons avoir une réponse, nous avons généralement tort. Et nous devons reconnaître que l'univers est bien plus complexe et intéressant que nous le pensons. N'oublions pas que nous observons l'univers avec nos 5 sens fondamentaux, voir, entendre, goûter, sentir et toucher. C'est tout. Par définition, 99% de l'univers, nous ne sommes jamais capables de le voir et d'interagir avec tout ce qui nous entoure. En fait, si je voulais regarder le ciel nocturne et utiliser un télescope, un radiotélescope, micro-ondes ou infrarouge ou ultraviolet, je pourrais voir un ciel nocturne complètement différent qu'en regardant à l'œil nu, et c'est encore bien réel. Par exemple, nous sommes en train d'interagir en ce moment avec un autre univers. Nous ne pouvons pas procéder qu'il y ait des signaux Wi-Fi qui traversent nos corps, il y a des signaux radars venant des aéroports, il y a des signaux cellulaires, des signaux FM, des signaux AM. Mon point de vue est que toute cette réalité autour de nous avec laquelle nous ne pouvons pas interagir parce que nous sommes limités par nos 5 sens et l'échelle dans laquelle nous vivons dans cet univers. N'oublions pas que lorsque vous regardez l'univers dans son entier, l'échelle de l'infiniment petit d'un côté et l'infiniment grand de l'autre, nous sommes un peu coincés entre les deux. Il y a cet univers entier en dehors de nous que nous ne pouvons pas percevoir parce qu'il est trop grand. Et il y a cet univers entier à l'intérieur de nous que nous ne pouvons pas percevoir parce qu'il est trop petit. Et je pense que c'est vraiment insensé en tant qu'espèce de juste prétendre ou d'assumer que cet univers entier, tout ce qui est important ou pertinent dans l'univers va s'intégrer parfaitement à l'intérieur de cette boîte. Dans laquelle vous percevez l'univers, je voudrais juste encourager les personnes à reconnaître qu'il y a beaucoup plus dans l'univers que ce que nous imaginons. Absolument, ça me rappelle comment vous avez commencé votre conférence en 2018, pendant l'été au MUFON. Vous avez mentionné ce point au tout début de la conférence, je pense que c'est une très bonne position.
de commencer à penser comme cela. Encore merci Lou, Pascal, si tu veux conclure. Je souhaite remercier Nico pour ton aide parce que les followers ont définitivement entendu que ton anglais est bien meilleur que le mien. Donc merci Nico, je vais m'entraîner peut-être, je parlerai mieux dans quelques années. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment, Lou, avec mes amis Dominique, Marie-France, Sébastien, Nico, Bernard. Merci d'être là, vos questions ont vraiment été très intéressantes. Et Lou, vous savez, je dis souvent, tout seul vous allez plus vite, mais ensemble vous allez plus loin. Lou, ça a été un immense honneur de parler avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on se reparlera prochainement. Vraiment, ça a été un cadeau pour le Maybe Planet que vous acceptiez notre invitation pour cette première grande interview française. Donc un grand merci. Quand vous voulez, ça a été sincèrement un honneur et un plaisir, croyez-moi. C'est un effort de groupe. C'est ce genre de conversation que je pense que nous devrions avoir. Je n'ai pas toutes les réponses et je ne dirai jamais avoir toutes les réponses. Tout ce que je peux vous fournir, c'est où étaient nos observations et ce que nous avons trouvé, mais ce n'est rien par rapport au fait d'être dans un groupe comme celui-ci et d'avoir une conversation et un échange comme celui-ci. Merci beaucoup, ça a été un honneur et un privilège, et quand vous souhaitez avoir ce genre de conversation, s'il vous plaît, je serai heureux de la faire. Super. Merci aux followers français. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, nous vous offrirons une version sous-titrée dès que possible, parce que c'est un petit peu de travail de sous-titrer. Nico, je te laisse conclure cette émission. Ok, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre parce que ce n'est pas ma chaîne, mais avec plaisir, j'aimerais dire merci. Encore. Tous les gens qui ici sont tellement passionnés, ils travaillent tellement dur pour essayer d'apporter un peu de lumière sur le sujet. Aujourd'hui, le fait que vous avoir une vraie étape pour nous et j'espère que nous pourrons avoir d'autres conversations plus tard. Je suis sûr que Dominique et moi, personnellement, nous aimerions vous avoir plus tard. Et si vous êtes d'accord pour aller encore plus loin sur le sujet, mais d'abord là c'était vraiment d'essayer de partager quelque chose de très compréhensible en premier lieu, vous savez, parce que la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Donc merci à tous, merci à vous tous public, merci à tous. Merci à tous. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.